Bonsoir, soyez les bienvenus dans Euronews Soir. Voici les titres de ce mardi. La Chine joue avec le yuan. La devise atteint son plus bas niveau en 11 ans. Objectif contrer les sanctions américaines dans la guerre commerciale qui oppose les deux pays. Donald Trump en relativise l'impact. On fait le point dans ce journal. La Turquie menace à nouveau de mener une offensive contre une milice kurde dans le nord de la Syrie. Les Américains jugent l'initiative inacceptable alors que des négociations sont en cours entre Washington et Ankara pour créer une zone de sécurité à la frontière turque. 121 migrants piégés en Méditerranée. L'Open Arms erre depuis plusieurs jours près de l'île italienne de Lampedusa, mais aucune possibilité d'accoster. Nous nous sommes entretenus avec la chef de mission de l'organisation humanitaire qui se trouve à bord. Payer pour mendier, c'est la solution optée par une petite ville de Suède qui a mis en place un permis de mendier pour les personnes dans le besoin. La mesure suscite la polémique. Et puis c'est une voix de l'Amérique qui s'éteint, une géante de la littérature qui nous quitte. L'écrivaine Toni Morrison est décédée à l'âge de 88 ans. La première et la seule afro-américaine à avoir remporté le prix Nobel de littérature, a contribué à l'émergence de toute une génération d'écrivains noirs. Dans une guerre commerciale, un État dispose de plusieurs cordes à son arc. La Chine a décidé d'utiliser celle de la monnaie face aux États-Unis. Le yuan a atteint son plus bas niveau depuis 11 ans. Objectif, stimuler les exportations et inciter à moins d'importations pour contourner l'impact des sanctions douanières américaines. Washington accuse Pékin de manipuler sa monnaie, mais relativise l'impact. Les explications de Cécile Sauzet. Jour de fête ou plutôt soulagement général à Wall Street ce mardi. Les actions américaines étaient à la hausse quand les marchés ont rouvert, tandis que la veille, les principaux indices boursiers encaissaient leur pire journée de l'année. Le yuan avait lourdement dévissé. La dépréciation récente du yuan a eu lieu à cause des fluctuations et des pressions du marché. La Banque populaire de Chine s'est mobilisée pour maintenir le taux de change à un niveau stable et soutenir le rétablissement de l'économie mondiale. La Chine a toujours fait attention à ne pas dévaluer sa monnaie pour des raisons compétitives et elle n'en fera jamais une arme dans ses conflits commerciaux. Dans un tweet, le président américain est revenu sur sa version de la veille. Cette fois, il se réjouit d'avoir un dollar fort pour attirer plus de capitaux. Mais selon cet expert de la macroéconomie, les déclarations de Donald Trump n'empêcheront pas les prix de remonter. Je ne sais pas pendant combien de temps Donald Trump va continuer à dire aux gens que les Chinois nous versent des milliards de dollars, en particulier avec ces nouveaux droits de douane. Quand les gens iront au supermarché et qu'ils verront que certains produits ne coûtent plus 9,99 $, mais plutôt 11 ou 12 $, ils vont comprendre ce qui se passe. Depuis lundi, la devise chinoise s'échange désormais à 7 yuan pour $1, son taux le plus faible depuis 10 ans. Toujours à propos de la Chine et de Hong Kong, nous vous parlions hier du climat très tendu dans la mégalopole où les manifestations se succèdent pour demander la démission de l'exécutif local pro-Pékin. La réponse des autorités chinoises est tombée et elle est glaçante. Ceux qui jouent avec le feu périront par le feu. Fin de citation. Une déclaration qui survient après une journée marquée par une grève générale et des manifestations émaillées de violence avec la police lundi. Toujours en Asie, la Corée du Nord a réalisé un nouvel essai de projectile en mer du Japon, le 4e en 12 jours, et menace d'en réaliser davantage. Des projectiles qui étaient de courte portée selon les Sud-Coréens. Pyongyang montre ses muscles au moment où la Corée du Sud et les États-Unis mènent leurs exercices militaires conjoints que les Nord-Coréens ne cessent de dénoncer. Ils laissent entendre que de telles manœuvres peuvent mettre en péril les discussions autour de leur programme nucléaire. La Turquie va-t-elle mettre sa menace à exécution ? Ankara se dit prêt à mener une offensive contre une milice kurde dans le nord de la Syrie. Les Américains mettent en garde contre cette intervention qui serait, je cite, inacceptable, alors que des négociations ont justement lieu entre Washington et Ankara pour créer une zone de sécurité à la frontière turque. Les explications d'Olivier Peggy. Le président turc a réaffirmé ce mardi le lancement imminent d'une offensive militaire dans le nord de la Syrie. Une offensive visant la milice kurde des YPG, les unités de protection du peuple. Pour les autorités turques, cette milice kurde est un groupe terroriste en raison de ses liens avec le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Recep Tayyip Erdogan a rappelé que la Turquie avait déjà lancé, depuis 2012, 2 offensives contre les positions de cette milice en Syrie. La priorité absolue de notre pays, c'est d'assécher le marécage
refuge du terrorisme qui se trouve dans le nord de la Syrie. La Turquie ne se sentira pas en sécurité tant que l'organisation terroriste qui se trouve à notre frontière sud continuera à se répandre comme une cellule cancéreuse. Problème, les combattants kurdes des YPG ont reçu ces dernières années le soutien de plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis, dans la lutte contre le groupe État islamique. Et Washington a fait comprendre à la Turquie qu'une éventuelle offensive contre cette milice serait inacceptable. Le nouveau secrétaire à la Défense l'a souligné ce mardi. Ce que nous voulons, a-t-il dit, c'est empêcher des incursions unilatérales qui seraient contraires aux intérêts que nous partageons, nous les États-Unis, la Turquie et les forces démocratiques syriennes, en ce qui concerne le nord de la Syrie. Depuis des mois, Américains et Turcs tentent de s'entendre sur la création d'une zone de sécurité entre la frontière turque et les positions tenues par les combattants kurdes. Deux pierres d'achoppement. Quelle largeur pour cette zone tampon et surtout qui pour la contrôler? L'Italie a adopté ce mardi le décret anti-migrants du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Le texte prévoit des amendes de 150 000 à 1 million d'euros contre les bateaux de sauvetage des ONG en Méditerranée. Et justement, le navire espagnol Open Arms, qui a secouru 121 migrants au large de la Libye la semaine dernière, est encore à la recherche d'un port pour accoster. Le bateau erre au large de l'île italienne de Lampedusa et attend une réponse des autorités italiennes. Et ce soir, nous entrons en liaison directement avec l'Open Arms et avec la chef de mission Annabelle Montes de l'organisation espagnole Proactiva. Merci Annabelle de nous accorder quelques minutes. Alors, comment se portent ces femmes, ces hommes et ces enfants qui sont à bord du navire ? Alors, à l'heure qu'il est, les hommes, les femmes et les enfants sont plus ou moins stables. Mais plus on attend pour accoster, plus la situation va devenir compliquée et plus ce sera difficile de maintenir l'état de ces personnes, tant sur le plan physique que sur le plan psychologique. Et rappelons que les traumatismes psychologiques de ces individus sont graves. Alors, est-ce que vous avez des informations sur des possibilités d'accoster en Italie qui semblent refusées pour le moment ou dans d'autres pays? Pour le moment, nous avons eu une réponse négative de Malte pour nous laisser accoster. Nous espérons avoir un retour clair de l'Italie qui n'a pas dit oui mais qui n'a pas dit non. Ce que nous a répondu l'Italie, c'est que notre demande et notre pétition allaient être transmises aux autorités nationales. Mais ça fait 3 jours qu'on attend leur retour. Merci beaucoup Annabelle Montes de nous avoir accordé quelques minutes dans ce contexte évidemment compliqué. Direction à présent la Suède, souvent citée pour son modèle social généreux. Une petite ville de 60 000 habitants applique depuis le 1er août une mesure qui oblige les personnes dans le besoin à payer un permis pour pouvoir mendier. Pour l'obtenir, il faut donc régler la somme de 15 €. La mesure suscite la controverse. Les explications de Fleur Martins. À partir du 1er octobre, mendier dans la ville d'Eskilstuna pourra valoir une amende de 4 000 couronnes, soit 370 €. C'est le délit pour le moins paradoxal que vient de valider cette municipalité suédoise et qui cible de manière officieuse de nombreux Roms de Roumanie et de Bulgarie qui vivent à cet endroit. Pour pouvoir mendier dans les rues, il faudra donc acheter un permis officiel pour 15 € valable 3 mois. Un arrêté qui choque au sein de la communauté et au-delà. Je n'ai rien volé et je n'ai rien fait de mal. Nous ne sommes pas violents et nous ne forçons pas les gens à nous donner de l'argent. Nous saluons simplement les gens. C'est à la police de vérifier si ceux qui mendient ont un permis pour collecter de l'argent de manière passive. Sinon, nous devons appliquer la loi pour veiller à ce que cette mendicité s'arrête. Le texte controversé a été adopté à la majorité absolue, même s'il a été combattu par les écologistes et les partis de gauche. Le Premier ministre social-démocrate suédois a de son côté jugé l'initiative, je cite, intéressante, mais a rejeté la proposition des conservateurs et de l'extrême droite. Ces derniers souhaitait voir la mendicité interdite au niveau national. L'arrêté municipal doit encore obtenir l'aval du comté et pourrait bien être jugé inconstitutionnel. Perruque, t-shirt rose et mascara, ceci n'est pas un mannequin qui s'apprête à être déposé en vitrine d'un magasin, mais bien un détenu brésilien qui tentait de s'évader. Clovino da Silva, trafiquant qui purge une peine de 73 ans, s'est déguisé en sa fille qui venait lui rendre visite, mais sa fébrilité l'a trahi. Le détenu a été placé en isolement au sein d'une prison à sécurité maximale, selon le journal O Globo. Et sa fille de 19 ans, à elle, était inculpée pour complicité.
Elle avait été la première afro-américaine et la seule encore à ce jour à avoir reçu le prix Nobel de littérature. C'était en 1993. L'écrivaine américaine Toni Morrison nous a quittés à l'âge de 88 ans la nuit dernière. Descendante d'une famille d'esclaves, elle aura marqué l'histoire de la littérature en explorant l'histoire des Noirs américains et en leur donnant ainsi une incroyable visibilité. Fleur Martins. Elle restera la première femme afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature. Toni Morrison est décédée ce lundi à 88 ans et laisse derrière elle un immense héritage littéraire et symbolique. Descendante d'une famille d'esclaves, la romancière aura enfoncé toutes les portes pour s'imposer dans un milieu longtemps réservé aux hommes et blancs de peau de préférence. Au-delà de ses 11 romans, dont Beloved, prix Pulitzer en 88, l'écrivaine est également la première femme noire à avoir obtenu une chaire au sein de la prestigieuse université de Princeton. Décorée par Barack Obama, Toni Morrison a également reçu l'insigne d'officier dans l'ordre de la Légion d'honneur de la part de la France en 2010. L'œuvre poétique de l'américaine pourrait se résumer avec ses propres mots « J'aimerais écrire sur des noirs sans avoir à dire qu'ils sont noirs, exactement comme les blancs écrivent sur les blancs ». C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir choisi Euronews. L'information continue tout de suite. Pour ma part, je vous retrouve demain soir. Passez une excellente soirée.